Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 11 SVT seconde intitulé Hormones et procréation humaine. Cette vidéo va parler en détail des notions fondamentales et constitue donc un support suffisant pour les examens. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains projets. Commençons sans plus tarder avec ces premières images qui s'orientent vers un sujet, celui de la contraception masculine. Introduisons tout d'abord la notion de contraception. Il s'agit d'une notion définissant l'ensemble des moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. Le but de cette étude va être de déterminer sur quel principe se base cette contraception chez l'homme. Le premier document met en évidence le fonctionnement testiculaire, et plus particulièrement la cascade neuroendocrinienne permettant de réguler ce fonctionnement. Tout d'abord, commençons avec l'anatomie des testicules. Celle-ci se divise en deux parties. Les tubes séminifères correspondent au site où la spermatogénèse, c'est-à-dire la maturation des spermatozoïdes, a lieu, et les espaces interstices correspondent aux espaces entre les différents tubes, et sont constitués de cellules interstitielles qui produisent la testostérone. Il s'agit d'une hormone stéroïdienne, c'est-à-dire d'un dérivé du cholestérol qui va favoriser, dans ce contexte, au sein des tubes séminifères, la spermatogénèse. Toutefois, on le voit, ce système présente une limite. Il ne peut pas être aussi simple et unidirectionnel. Il faut nécessairement des rétrocontrôles négatifs une fois que la production de spermatozoïdes a été stimulée. Et en effet, la testostérone produite va alors agir négativement au niveau de l'hypothalamus sur la sécrétion de GnRH, qui est une neurohormone. A noter qu'on parle de neurohormone, car il s'agit d'une substance produite par des cellules neuronales, mais qui agissent comme une hormone. Une fois produite, la GnRH circule dans le sang pour stimuler l'hypophyse à produire deux hormones, la LH et la FSH. La FSH va stimuler la spermatogénèse et la LH favorise les cellules interstitielles à produire de la testostérone. Ainsi, on le voit, ce système ne s'auto-amplifie pas, car si beaucoup de testostérone est produite, alors beaucoup d'inhibition de la voie hypothalamo-hypophysaire aura lieu, amenant à moins de production de testostérone. Ainsi, connaître le fonctionnement de la voie hypothalamo-hypophyso-testiculaire peut être très puissant pour générer des méthodes contraceptives. Justement, un essai a eu lieu en 2006, consistant à injecter chez des hommes de la testostérone et de la norethistérone. La norethistérone est un progestatif synthétique, c'est-à-dire un analogue de la progestérone, qui peut, comme la testostérone, inhiber la production hypothalamique de GnRH et diminuer la sensibilité hypophysaire à celle-ci, induisant alors une diminution de la LH et de la FSH. En conséquence, moins de testostérone est produite localement dans les testicules par les cellules interstitielles, inhibant le processus de spermatogénèse. Aussi, après arrêt du traitement, les hommes ont retrouvé leur fertilité initiale, ce qui est attendu, car cette méthode se base sur un système de rétrocontrôle biologique. Ainsi, quand on arrête d'injecter de la testostérone, alors le taux sanguin va diminuer, donc la sécrétion de GnRH, LH et FSH va augmenter, induisant alors une augmentation de la testostérone intratesticulaire, permettant de stimuler à nouveau la spermatogénèse. En revanche, il faut noter que cela est beaucoup plus complexe en pratique. En effet, utiliser des analogues de testostérone, certes très similaires en structure, peut avoir des impacts très différents de l'hormone endogène et induire des troubles du comportement ou de l'acné par exemple. Ainsi, non seulement la biochimie est à considérer, mais aussi le dosage. Maintenant qu'on a étudié le système masculin, intéressons-nous à la contraception féminine. Le cycle féminin peut se diviser très schématiquement en trois phases, folliculaire, ovulatoire et lutéale. La phase folliculaire correspond à la phase de croissance des follicules, qui sont les précurseurs des ovules. À ce stade, les follicules, encore de petite taille, produisent une faible quantité d'œstrogènes qui, sous un certain seuil, vont induire un rétrocontrôle négatif dans l'axe hypothalamo-hypophysaire, générant peu de production de GnRH et donc de LH et de FSH par l'hypophyse. Et c'est justement la FSH qui va stimuler la croissance folliculaire. Ainsi, la FSH résiduelle est elle seule suffisante pour stimuler la croissance des follicules.
Puis, un seul follicule va se démarquer en termes de croissance. C'est le follicule de Graaff et sera destiné à être l'ovule. Il va produire une grande quantité d'œstrogène dont la concentration va passer au-delà du seuil, induisant un total changement de fonction de l'hormone, qui, au lieu d'être inhibitrice, va devenir activatrice, régulant alors positivement la sécrétion de GnRH, de FSH et de LH. Comme dans cette phase ovulatoire du cycle, le rétrocontrôle est positif, on aura alors un pic de LH et de FSH typique de cette phase, permettant notamment l'ovulation. L'ovocyte étant relargué dans les trompes de Fallope, le reste du follicule va se transformer en corps jaune, une structure très importante qui va entre autres sécréter la progestérone, assurant l'inhibition de FSH et de LH afin d'éviter qu'une autre ovulation n'arrive. Et également la progestérone va permettre l'épaississement de l'endomètre pour assurer l'anidation, c'est-à-dire la potentielle implantation de l'embryon. Ainsi, connaissant ce cycle, on peut comme chez l'homme trouver des moyens pour limiter artificiellement la fertilité. En effet, c'est tout le principe des pilules œstroprogestatives qui contiennent des hormones ovariennes exogènes qui vont induire un rétrocontrôle négatif sur la production de GnRH, FSH et LH chez la femme. Ce faisant, peu de FSH est associé à moins de maturation des follicules et donc cela empêche la maturation en ovule. Toutefois, encore une fois, cela est souvent accompagné d'effets néfastes indésirables, notamment des maux de tête. Les effets hormonaux de la prise de pilules sont montrés sur ce graphique. On observe dans une situation normale une hausse des œstrogènes produits au fur et à mesure de la croissance folliculaire, jusqu'à un seuil critique, où le rétrocontrôle devient positif et induit alors un pic de LH, favorisant l'ovulation. Puis, la progestérone étant produite par le corps jaune, elle va inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire, induisant moins de production de LH et de FSH, et sachant que la FSH normalement est folliculostimulante, on aura alors moins d'œstrogène produit dans ce cas-ci. En prenant la pilule œstroprogestative, on inhibe la sécrétion de FSH et de LH, empêchant alors la croissance folliculaire et ainsi la production d'œstrogène, qui n'atteint pas de valeur pic, n'induisant jamais de pic de LH et donc empêchant l'ovulation. Maintenant, parlons d'une autre pilule, la pilule dite du lendemain, très utile en cas de rapport non protégé, si celui-ci a eu lieu avant la période d'ovulation chez la femme. Cette pilule contient une substance, lévonorgestrel, qui va induire, comme visible ci-contre, une inhibition du pic de LH qui est nécessaire à l'ovulation. Ainsi, en la prenant, on réduit considérablement les chances d'une fécondation. Maintenant, imaginons que la fécondation ait lieu. Comment peut-on envisager d'empêcher la prochaine étape, celle de nidation, c'est-à-dire l'implantation du fœtus dans l'endomètre? Rappelons ce que nous avons vu précédemment chez le cycle féminin avec la phase folliculaire, caractérisée par une production croissante d'œstrogène au-delà d'un seuil, induisant alors un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, induisant en période ovulatoire un pic de LH. Et enfin, en phase lutéale, la progestérone du corps jaune inhibe la production de LH et de FSH, induisant alors une baisse de la production d'œstrogène. Associées à ces variations hormonales, on retrouve des modifications anatomiques de la muqueuse utérine. En effet, en phase folliculaire, l'œstrogène stimule la prolifération des cellules endométriales et leur vascularisation. Et en phase lutéale, la progestérone transforme l'endomètre prolifératif vers un état sécrétoire, riche en glandes sécrétant glycogènes et nutriments pour assurer le développement de l'embryon lors de l'anidation. Maintenant que l'on sait cela, on peut mieux comprendre comment fonctionne la pilule contragestive. Elle contient une hormone nommée RU486 dont la structure fait penser à celle de la progestérone. Il s'agit en fait d'un antagoniste au récepteur de la progestérone, empêchant son action de transformation de la muqueuse utérine vers un profil sécrétoire, comme en témoigne cette expérience. Voilà, j'espère que ce premier résumé du chapitre SVT seconde vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de vidéos, de formats. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!